Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Avec ma première invitée, on va traiter de plusieurs dossiers qui touchent le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. On reçoit sa directrice générale, Mme Marie-Claude Huberdeau. Mme Huberdeau, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. D'abord, on va parler d'une campagne de promotion là, sur la civilité à l'école qui est en cours actuellement. Peut-être nous parler un peu de cette campagne-là. Tout à fait. Alors, en fait, dans notre plan d'engagement vers la réussite, on avait le bien-être des élèves et de notre personnel. Donc, dans ce cadre-là, en 2024, on a revu notre politique sur la prévention de l'harcèlement. Et c'est là qu'on a déterminé que ce serait bien de faire une campagne sur la civilité. Donc, je vous dirais que là, c'est la deuxième phase qu'on a lancée, qu'on a lancée la semaine dernière. Ce qu'on a fait principalement, c'est de la publicité dans nos écoles par le biais d'affiches. D'affiches avec des messages qui peuvent vous apparaître d'une certaine banalité, simplicité, mais qui est important de rappeler. Par exemple, quand on a un désaccord, on l'exprime, mais on l'exprime avec respect. On salue les gens quand on les croise. Des petits gestes comme ça qui font toute la différence et qui, pour nous, contribuent assurément au fait que les gens vivent mieux ensemble dans leur milieu de travail. Puis ça, bien évidemment, c'est les élèves qui en ressentent les bénéfices en bout de ligne. Ouais. Donc, cette promotion-là, on a fait la première étape dans nos écoles. On a mis ça sur nos réseaux sociaux, sur notre site Internet. Je suis ici pour en parler aujourd'hui. Voilà. Je me suis adressée aux 4300 employés en direct vendredi et de concert avec le président du syndicat des enseignants du Haut-Richelieu, on a fait un appel conjoint à la civilité dans nos milieux. On va aller parler à nos parents, au comité de parents au mois de mars. On souhaite vraiment faire une publicité vraiment très, très large parce que c'est important. Puis on voit le lien, ça contribue directement au bien-être de nos employés, la Exactement. civilité. Ouais. Mais sans dire qu'il y avait un problème, est-ce que vous aviez constaté quelque chose dans les écoles pour y aller de cette campagne-là ou pas nécessairement? Non, c'est pas nécessairement qu'il y avait un enjeu parce que nos données on a des belles données dont on est fiers sur le climat de travail dans nos milieux, mais on s'est dit... C'est dans l'air du temps. Vous savez, l'état du monde, on peut se questionner. Et la façon dont les gens interagissent sur les réseaux sociaux, puis pas propre à notre centre de service, mais en général dans la société, on s'est dit qu'il y avait là une belle occasion de se rappeler les bonnes pratiques puis l'importance du respect. Oui, on vit une période où c'est très facile de s'emporter, de réagir à certaines situations. Alors, exactement. Vaut mieux prévenir que guérir dans ce genre de situation-là. Est-ce qu'il y a un objectif derrière tout ça? Bien, en fait, c'est de maintenir un bon climat de travail dans nos milieux. Essentiellement, c'est ça. Puis, on a voulu aussi rappeler aux gens que la civilité, c'est une responsabilité collective et surtout l'importance d'être des modèles. Nos élèves nous regardent tout le temps, tout le temps, tout le temps. On exige de nos élèves le respect, la civilité. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est se dire, moi, est-ce qu'en tout temps, je suis un modèle de civilité? Ensuite, ce qu'on s'est permis de rappeler à nos employés, puis je l'ai mentionné lors de mon événement en direct vendredi dernier, si on est victime ou on est témoin d'incivilité, il faut intervenir sur le champ. On le fait correctement, on le fait avec respect, mais il ne faut pas avoir peur de le nommer, de mettre ses limites. Puis après ça, on a toutes sortes de façons de dénoncer. On a un code d'éthique qui est en vigueur depuis avril dernier. Donc, c'est tout ça qu'on s'est permis de rappeler. Puis l'objectif, c'était de faire connaître, dans le fond, notre vision par rapport à la civilité, mais tout ce qu'il y avait aussi en lien avec nos obligations de dénonciation. Moi, comme employeur, mais chaque personne, chacun de nos employés a une responsabilité individuelle. Puis la plus belle, la plus grande pour moi, c'est de toujours se dire nos élèves nous regardent. Donc, il faut être des modèles en tout temps. Donc, ça se fait à tous les niveaux primaires et secondaires, cette campagne-là? Dans tous nos établissements, nos 45 établissements, notre centre de formation professionnelle et FGA aussi. Oui. Parfait. Vous avez procédé aussi à 2 nominations récemment, une directeure adjointe et une secrétaire générale. Peut-être nous parler de ces 2 nominations-là qui sont quand même importantes. Bien, la secrétaire générale, donc Manon Ouellette, depuis 4 ans maintenant, était secrétaire générale adjointe chez nous. Donc, pour nous, c'était tout à fait naturel qu'elle transige vers le rôle de secrétaire générale. C'est un rôle clé au sein de notre organisation. C'est lui qui accompagne la directrice générale avec le conseil d'administration. Donc, voilà, pour nous, c'était la personne qui avait toute l'expérience, la posture requise pour occuper cette fonction-là, puis elle a toute notre confiance pour la suite. Directeur général adjoint. Donc, Mme Louise Berleur a été nommée, c'est suite au départ d'un acteur clé dans notre organisation, M. Mario Champagne, qui occupait en fait le rôle, les deux. Lui avait un rôle de secrétaire général et de directeur général adjoint. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défait on a défait la fonction actuelle pour en faire 2 fonctions distinctes.
c'est ce qui répond actuellement aux besoins de l'organisation dans le contexte d'aujourd'hui. Mais l'important, c'était deux personnes qui étaient déjà en place, donc qui connaissent le rouage du centre de service scolaire. Donc, absolument, la transition va bien se faire. Mme Berleur a été directrice tant au secteur jeune qu'à la formation professionnelle. Elle a fait un travail exceptionnel à la formation professionnelle pour rehausser notre taux de rétention des étudiants, pour valoriser la formation professionnelle. On y tient tellement. Posture d'exemplarité. Donc, c'était la personne tout indiquée pour nous, à qui je peux confier ce grand mandat-là. Voilà. Récemment, on apprenait aussi qu'il y avait une hausse quand même de 4 du taux de diplomation là, pour ceux qui ont terminé là, leur secondaire à l'intérieur de 7 ans. Donc, comment on doit analyser ces chiffres-là? Bien, ça, premièrement, c'est une belle fierté. On peut le dire assez souvent, une hausse, comme vous le dites, là, de 4 par rapport au moment où, en 2022, on a fait le bilan de notre précédent PEVR. En fait, actuellement, la hausse, on l'attribue parce qu'on a bien analysé ces données-là. C'est beaucoup les structures qu'on a mis en place. La première chose qu'on a faite, c'est créer des outils pour que nos directions d'établissement et leurs équipes aient accès aux données. Dans des outils performants, des outils plus automatisés. Donc, qui font en sorte que ce n'est pas un fardeau administratif. Donc, on est capable de travailler avec les chiffres. C'est toujours aidant. Dans les structures aussi, ce qu'on a fait, c'est réfléchir à l'accompagnement de nos élèves. Parce que qui dit diplomation parle de prévenir l'inverse, le décrochage. Tout ça, bien, on est dans le désengagement à ce moment-là. Donc, depuis 4 ans, on réfléchit à la structure de tutorat pour que chaque élève soit pairé avec quelqu'un de significatif dans l'école pour être capable de prévenir. On travaille sur l'absentéisme. On a aussi mis en place des structures, je vous dirais, pour s'assurer qu'en continuité, parce que vous l'avez dit, hein, c'est 7 ans qu'on nous donne pour diplômer un élève. Parfois, le secteur jeune ne peut pas y arriver. Une chose qu'on a faite, c'est notre FGA fait passer les reprises d'examen de 5e secondaire à nos élèves qui sont au cégep. Donc, c'est une entente qu'on a. Alors, c'est le genre de choses sur lesquelles on a misé dans un premier temps. Mais j'ai envie de vous parler, si vous le permettez, vous dire que j'ai hâte que vous me réinvitiez parce qu'on est très confiant que d'ici 2027, à la fin de notre PEVR, on va avoir atteint notre cible de 80 de diplomation. Oui, parce que là, actuellement, je pense que c'était à 71. 72,4, la donnée provisoire, toute chaude, alors toute récente. Mais avec les travaux qu'on a mis en place tout récemment, c'est le suivi de cohorte. Donc ça, c'est vraiment une démarche intégrée de laquelle on est très, très fiers, à laquelle on croit. Vous savez, chacune de mes directions d'école secondaire, évidemment, travaillait avec ses équipes pour assurer d'amener les élèves plus loin. S'assurer que chaque élève avait un parcours qui menait à la diplomation, la qualification, parce qu'il y a 12 façons au Québec d'obtenir cette diplomation, qualification-là. Nous, on en offre 11. Là, ce qu'on a fait avec le suivi de cohorte, c'est qu'on a réseauté tous ces gens-là ensemble. Nos directions s'assoient ensemble et même s'ils ne partagent pas tous les mêmes élèves, ils identifient ensemble les élèves qui sont à risque de décrocher et avec la FP, la formation professionnelle, et la FGA qui sont autour de la table, chaque élève qui est à risque de ne pas avoir une diplomation, une qualification est identifié et ensemble, on trouve des solutions. C'est vraiment un suivi chirurgical, on y croit. Puis on voit déjà les impacts. Et c'est ça qui est important, justement. On a beau enseigner de la matière, mais encore faut-il saisir les élèves qui sont en difficulté ou à risque de décrocher. Et c'est toute l'aide que vous leur rapportez qui fait en sorte que ces chiffres-là vont peut-être aller en augmentant par la suite. Tout à fait, parce que parfois, l'élève, c'est même pas la non-réussite scolaire qui est en cause. Ça peut être l'absentéisme, puis éventuellement peut mener au fait qu'on vive des difficultés plus académiques, si je peux m'exprimer ainsi, mais parfois, c'est le décrochage aussi. C'est ça, c'est pas juste d'amener les élèves à réussir les matières, même si c'est très important. C'est tous les signes de désengagement qu'on veut détecter et s'assurer qu'il y a un élève, chaque élève dans chaque école a un adulte qui s'occupe de lui. Et on sait que c'est plus difficile aussi pour les garçons, pour les filles, généralement. Oui. Est-ce qu'on a réussi là, dans le 4 d'augmentation de voir si les garçons décrochaient moins? Je vous dirais que chez nous, l'enjeu était quand même majeur. À 67,4 de taux de diplomation, qualification, qui était le point de départ, la moyenne du Québec était à 82. Vous comprendrez que nous, on a dit qu'il faut travailler garçons, filles. On ne peut pas se permettre de discriminer. Les pratiques probantes, pour nous, sont valables pour les deux. Okay. Alors, je vous dirais que les énergies sont mises de façon universelle à aller chercher le plus d'élèves possible. Et le suivi de cohorte, vous savez, on ne distingue pas. Par contre, votre question est très bonne. Éventuellement, ça sera bien de déterminer s'il y a des choses qu'on a mises en place. Lorsqu'on aura atteint un niveau là, acceptable, on va pouvoir peut-être cibler davantage les élèves qui ont... Tout à fait, oui.
Et il n'y a pas un site web aussi qui aide à l'accompagnement? Oui, le microsite, je vous parlais tantôt, merci de le rappeler, je vous rappelais tantôt, il y a 12 voies de qualification, diplomation, on en offre 11. On a créé ce site-là, on l'a lancé au printemps dernier, si ma mémoire est bonne. On est allé le présenter à nos écoles, aux parents. L'idée, c'est s'assurer que chaque élève est inscrit dans un discours qui mène dans un parcours qui mène à une diplomation. Donc ici, c'est ce qu'on est venu faire avec ce site-là. Une belle fierté. Et pour venir à l'approche que l'on fait aux élèves là, qui risquent de décrocher, est-ce qu'il y a un travail qui est fait avec les parents aussi pour les aider dans ce sens-là, où on cible vraiment l'élève? En fait, c'est les deux. C'est les deux, puis ça dépend des cas, mais généralement, quand on parle de tuteur, quand on parle d'un adulte signifiant dans l'école, je vous dirais que plus souvent qu'autrement, on lâche un petit coup de fil aux parents parce que soit qu'on a de l'absentéisme, soit qu'on a besoin de lui, on lui tend la main. C'est tout l'adage qui dit que ça prend un village pour élever un enfant prend tout son sens ici. Les parents, c'est des partenaires privilégiés. On a besoin d'eux dans tout ça. Donc, oui, le rôle, c'est d'aviser de la situation. Pas juste, il y a un bulletin qui donne les notes, mais après ça, il y a tout ce qui se passe entre les deux. Donc, c'est d'assurer une bonne communication pour voir qui fait quoi, comment est-ce qu'on peut soutenir l'élève. Ouais. On souhaite le bonheur des élèves, mais le bonheur des enseignants et du personnel aussi est très important. Il y a des chiffres qui sont sortis. Il y a 8 employés sur 10 au centre de service scolaire qui estiment que leur environnement est sain et sécuritaire. Ce sont quand même des chiffres très positifs aussi. Tout à fait. En fait, c'est une de nos priorités. C'était 82 % je crois, les dernières données. Vous savez, là, il y a actuellement, là, ces données-là sont à la veille de ne plus être contemporaines parce qu'on vient d'administrer nos sondages. On le fait une fois par année. Et cette année, j'ai 28 % de plus de mes employés qui ont répondu au sondage. 1582 sur les 4000 à peu près. C'est des très, très bonnes données. Et puis, on veut s'assurer que cet indicateur-là, bien, s'il est en baisse, en hausse, peu importe, on veut comprendre pourquoi. On veut comprendre pourquoi. C'est important que nos employés se sentent en sécurité. Puis si ce n'est pas le cas, bien, il faut comprendre pourquoi et où pour être capable de faire les bonnes interventions. Donc, la totalité de nos indicateurs qualitatifs là, qui émanent des sondages, en avril, je vous dirais, on devrait être prêt à faire la mise à jour. On est en analyse actuellement des résultats. Bon. 2 petits dossiers en terminant. D'abord, comment s'est fait la transition, là, parce qu'on a annoncé le retrait des cellulaires dans les classes? Oui. Généralement, je pense que ça, si on regarde, ça se fait très bien, mais quel est le constat que l'on fait au centre de service scolaire? Le constat est positif. Ce que les directions du secondaire nous rapportent, puis du primaire, en fait, parce que c'était partout, mais peut-être plus au secondaire, c'est qu'on voit une plus grande socialisation. Les élèves se parlent. C'est même le retour du petit papier là, écrit à la main qu'on se passe en classe. Bon, si on veut que nos élèves soient concentrés, mais c'est pour vous dire qu'il y a des contacts peut-être plus humains qui se voient. Puis ça, bien, c'est positif. Vous n'avez pas constaté de réticence, peut-être au début un peu, mais pas Je pense qu'il y a eu une réaction du grand public au départ, puis les gens se disaient comment on va réussir. Mais finalement, mon centre de service scolaire ne diffère pas des autres. Ça s'est vraiment bien déroulé. Ça s'est vraiment bien déroulé. C'est enchâssé dans les codes de vie de chacune des écoles. Donc, les modalités après ça de gestion de ça varient d'une école à l'autre. Mais le son de cloche que je reçois, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu majeur en lien avec l'application de ce nouveau règlement-là et que ça se passe relativement bien. Et en terminant, je reçois M. Duclos-Boisvert plus tard cette semaine, donc il en sera question. Qu'est-ce qu'il en est du projet de l'école à Saint-Luc? Bien, en fait, le projet est encore mis sur pause depuis décembre 2024, oui, très exactement. Donc, on n'a pas eu de nouvelles encore à savoir si on a autorisation et pour, en fait, un financement pour reprendre nos travaux. Donc, il n'y a pas de nouveauté à ce sujet-là encore. Donc, c'est silence radio pour l'instant. Pour le moment, c'est le statu quo, tout à fait. Voilà. Bien, Mme Huberdeau, merci beaucoup. Merci à vous. Puis, au plaisir de se rencontrer très bientôt. Merci. On fait une courte pause et on vient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région.
ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Il y a 2 conférences qui s'en viennent, des conférences gratuites où on va s'attaquer à la santé mentale. C'est organisé par Entourage Santé Mentale. Et pour nous en parler, on a la directrice générale de l'organisme, Mme Isabelle Demers. Mme Demers, bonjour. Bonjour. Donc, je parlais donc de 2 conférences gratuites. Peut-être nous en parler un peu là, de ce que contiendra ces conférences. Ben oui, en fait, dans le cadre de notre 35e anniversaire, on a voulu terminer en beauté et offrir les 2 conférences gratuites. La première va avoir lieu le 26 février. On a invité Luc Vigneault. Luc Vigneault va venir nous parler de rétablissement puis de la place des proches dans le rétablissement. En fait, Luc, c'est un père aidant en santé mentale. C'est d'ailleurs le premier père aidant au Québec, même au Canada. Mm-hmm. Alors, on va avoir quelqu'un de bien solide pour pouvoir discuter avec nous de problématiques de santé mentale, puisque lui-même souffre de différents diagnostics, dont la schizophrénie. Alors, il va venir parler de sa réalité. C'est un message positif parce qu'il va nous parler que c'est possible d'avoir une belle vie avec un diagnostic en santé mentale. Et un des éléments qui est d'ailleurs facteur de succès, c'est d'avoir la part des proches, des familles. Donc, c'est un peu ça qu'il va venir discuter avec nous. Ça fait 30 ans qu'il fait des conférences et c'est aussi un chercheur. Donc, je pense qu'on va avoir quelqu'un de solide pour nous accompagner ce soir-là. Oui, et il y en a une autre conférence le 26 mars, en fait, c'est avec la docteure Béatrice Filion. Oui, Béatrice Filion est une sommité quand même dans son domaine au niveau du trouble de la personnalité limite. C'est d'ailleurs le sujet de sa conférence. Elle va parler des problématiques de la maladie, de ce qu'on en sait en date d'aujourd'hui avec les recherches, parce que d'ailleurs, elle est chercheure sur les troubles de la personnalité. Mais elle va parler aussi, elle va donner des trucs un petit peu pour les familles, les proches. Comment garder son équilibre quand on accompagne quelqu'un avec un trouble de la personnalité. C'est une psychologue, puis elle est aussi coordinatrice d'un département en santé mentale, donc dans une autre région. C'est quelqu'un aussi qui va être très apprécié, je pense. Comment s'est fait le choix de ces conférences-là? Je pense que c'est surtout pour aider les proches là, de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, mais comment s'est fait le choix de ces conférences-là? Ça a été de façon assez naturelle. Déjà, Dr Filion, c'est pas anodin qu'on ait choisi le trouble de la personnalité limite. C'est le diagnostic qui est le plus fréquent. Sur 700 personnes qui viennent nous rencontrer, on parle des familles, des proches, qui viennent nous rencontrer par année, plus de la moitié, ça concerne cette problématique-là. Donc, ils ont un proche qui souffre de TPL. C'est une problématique qui est diagnostiquée quand même assez souvent, mais aussi qui apporte beaucoup de détresse émotionnelle aux familles. Donc, c'était un peu naturel, d'une certaine façon, d'offrir cette conférence-là. Puis pour ce qui est de Luc, et Luc est quand même très impliqué à CAP Santé Mentale, notre fédération, donc auprès des familles. Et aussi, la psychose, je peux dire que dans les 2 dernières années, s'il y a une problématique qui est à la hausse, de façon générale, ce sont les psychoses. Donc, que ça concerne la schizophrénie ou bien la bipolarité ou autres problématiques associées. Donc, je pense que c'est important d'offrir aux gens ces outils-là, ces quelques conseils, justement, pour aider, justement, qu'on peut les appeler des proches aidants, là, pour cibler vraiment là, les besoins des personnes atteintes de santé mentale. Tout à fait. En fait, nous, on est là pour soutenir les gens qui soutiennent, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Du soutien au soutien. Exactement. Bon, les gens doivent s'inscrire pour ces conférences gratuites-là, même si c'est gratuit, les gens doivent s'inscrire? Oui, et je dirais même qu'il faut faire vite parce que je pense que ça va très, très bien. Déjà, Luc Vigneault, il ne reste plus beaucoup de place, alors c'est sûr qu'on incite les gens à le faire rapidement. C'est via notre site Internet. Donc, en tapant Entourage Santé Mentale sur notre site Web, dès qu'on ouvre la page, c'est très, très bien indiqué comment réserver. Bien sûr, c'est gratuit, vous l'avez dit, mais l'inscription est nécessaire. Oui, c'est ça. C'est au LDN que ça va se faire, les deux conférences. Exactement, de soir. Bon. Vous l'avez dit, donc c'est dans le cadre des 35 ans de l'organisme? Oui. C'est ça, l'organisme qui a changé de nom. Peut-être nous expliquer un peu ce que c'était avant de devenir Entourage Santé Mentale. Oui, bien, avant d'être Entourage Santé Mentale, c'était Éclusier du Haut-Richelieu. Plusieurs, je pense, qui nous reconnaissent encore sous ce nom-là. C'était un nom qui était porteur d'histoire, puis on était très attachés. Par contre, avec le 35e qui s'en venait, on avait senti, le conseil d'administration et l'équipe, que, ben, tu sais, on avait besoin de se faire connaître un peu plus, puis le nom, avoir un nom plus porteur, plus
plus centré sur nos services. Donc, ça serait vraiment un bon processus. On a fait des consultations auprès de nos membres, puis rapidement, c'est le nom qui est ressorti, Entourage Santé Mentale, je pense que ça le dit. Hein? On offre des services pour l'entourage d'une personne qui a un trouble de santé mentale. C'est clair, c'est simple. Oui. Comment est la situation, justement, dans le Haut-Richelieu, la situation de la santé mentale? Bien, en fait, je pense que c'est comme partout ailleurs au Québec, c'est de plus en plus difficile. Le post-COVID, hein, on a parlé de COVID, puis on avait l'impression que le COVID était la période où c'était pour être les plus problématiques, mais pourtant, étrangement, ça a été quand même une période un peu calme. Mais c'est tous les après, et on va en avoir encore pour plusieurs dizaines d'années à ramasser ces éléments-là. C'est sûr que plus il y a de problématiques en santé mentale, plus il y a de proches qui souffrent, qui est autour. Là, il y a toutes les problématiques concomitantes d'itinérance, de consommation. Tout ça vient ensemble et vient accentuer la pression des familles. Est-ce que le problème s'accentue parce que les gens en parlent le plus? Parce qu'avant, peut-être qu'on n'osait pas parler qu'on avait des problèmes de santé mentale. Maintenant, est-ce que vous sentez que les gens en parlent le plus de ça? Bien, oui, je dirais que oui. De plus en plus, c'est déstigmatisé. De plus en plus, on en parle. Par contre, est-ce que les gens viennent plus consulter les membres de l'entourage? Peut-être pas tant. Okay. C'est encore très stigmatisé. C'est difficile de dire à son patron, ben là, moi, je dois prendre congé parce que moi, j'ai un enfant qui actuellement va vraiment pas bien, qui est hospitalisé, qui a fait une crise suicidaire. En fait, c'est difficile d'en parler et c'est aussi difficile d'en parler, surtout lorsqu'on craint que nos problèmes soient mal acceptés par la personne à qui on en parle. Parce qu'on peut en parler à notre patron, mais si le patron refuse la situation et dit ben tu travailles quand même, bien, ça ne nous donne pas le goût d'en parler. Ou juge. Oui, c'est ça. Oui, de se sentir jugé, de sentir qu'éventuellement, les gens vont agir différemment avec nous en sachant certaines informations. Je pense que ça, c'est toujours d'actualité. Mais est-ce que le fait qu'on en parle de plus en plus, ça aide à accepter la situation de la part des gens à qui on en parle? Ah, ça, c'est définitivement. Il faut continuer à en parler. Il faut continuer à s'ouvrir. La réalité des proches n'est pas facile. Par contre, souvent, ce qui se passe, c'est que quand je parle, quand je fais des sorties publiques, quand je prends position comme proche, je mets sur la sellette la personne malade. Ouais. Donc, c'est difficile de prendre position puis d'aller parler de sa réalité de proche sans nécessairement vouloir mettre sur la sellette quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça la réalité des proches aussi. Hein? C'est que je parle de moi, mais en même temps, je parle aussi de quelqu'un qui veut peut-être pas qu'on sache qu'elle vit ça. Oui, parce que souvent, c'est pas quelque chose qui est visible. Hein? C'est souvent un état d'esprit. Oui. Donc, les gens sont atteints de santé mentale, s'aperçoivent que les gens ne sont pas peut-être au courant de notre état, fait qu'ils n'osent pas en parler parce que là, on déclenche quelque chose. Alors, c'est une situation qui est difficile souvent. Puis, je pense qu'il faut mentionner aussi que trouble de santé mentale ne veut pas nécessairement dire que c'est des personnes qui sont en marge de la société. Tout à fait. Plein de gens travaillent, sont très fonctionnels. Oui. Des fois, c'est des moments critiques de leur vie où il y a des moments difficiles, puis donc ça impacte le proche. Puis ça ne veut pas dire que nécessairement tout le monde autour est au courant de tout ce qui se passe. Oui, c'est ça, parce qu'avant, la santé mentale, on le remarquait par des tics souvent physiques de la personne. Mais maintenant, là, ça touche vraiment, quand on parle de santé mentale, ça touche vraiment, on ratisse beaucoup plus large qu'avant aussi, là. C'est sûr que nous, on travaille vraiment avec les diagnostics connus, c'est-à-dire qu'avec ou sans diagnostic, mais à partir du moment qu'on a des éléments cliniques, mais on parle de schizophrénie, bipolarité, trouble de la personnalité limite, trouble anxieux, dépression. C'est pas mal les éléments sur lesquels on travaille. Donc, c'est des proches qui ont quelqu'un dans leur entourage qui a ces problématiques-là. Oui, c'est ça, parce que bipolarité, là, c'est un terme qui n'existait pas il y a à peu près 15-20 ans. On ne parlait pas de bipolarité. Ouais. Maintenant, c'est diagnostiqué, on le dit, fait que c'est peut-être plus, pour ces gens qui en sont atteints, c'est peut-être aujourd'hui plus facile d'en parler parce qu'il y en a de plus en plus qui s'affichent comme bipolaire. Puis je pense que c'est plus facile, puis on le voit dans les médias aussi, hein, des artistes qui s'affichent. Oui. Heureusement, les diagnostics permettent aussi des fois de mettre des mots, de dédramatiser aussi. Hein, ça fait moins peur. Même le mot schizophrénie, il y a plusieurs années, faisait très peur. Aujourd'hui, on se rend compte, et Luc va venir parler de ça justement pour dédramatiser. En fait, il va parler de sa vie, à quel point c'est possible d'avoir une vie qui est enrichissante et équilibrée même, malgré un diagnostic de schizophrénie. Puis c'est sûr que la famille, quand ils sont au courant, quand ils sont supportants, bien ça, c'est sûr que c'est un genre de facteur de protection, là. Petit filet de sécurité. Je pose souvent la question, mais cette question-là est importante. Si on connaît un proche
qui a des problèmes de santé mentale. Quels sont les gestes que ces personnes-là doivent poser pour les aider, justement? Outre le fait qu'on contacte Entourage Santé mentale, mais il y a sans doute des gestes au quotidien qu'on peut faire pour aider ces personnes-là. C'est assez difficile à donner un seul conseil parce que les problématiques sont très différentes l'une de l'autre et apportent des réalités très différentes. OK. Par contre, ce que je veux mentionner, puis je pense que c'est plus là qu'il faut faire de la prévention, c'est que habituellement, les gens, les proches, sont très, très, très impliqués. C'est rare qu'ils hésitent. Habituellement, au contraire, ils sont surinvestis. Le conseil qu'on donne le plus, c'est maintenant, il faut faire attention à vous. Pensez à vous. Comment je peux aider mon proche, mais sans nécessairement prendre sa place? Puis ça fait partie des processus qu'on fait aussi avec nos familles, bien d'évaluer c'est quoi les besoins de ton proche. Oui, il y a un trouble de santé mentale, mais comment tu as confiance en ses capacités? Des fois, peut-être que tu vas au-devant. Donc, c'est un peu tout ça qu'on travaille. Oui, c'est ça. Donc, aider la personne sans nécessairement qu'on en soit affecté nous-mêmes par la suite, parce qu'on ne peut pas aider la personne si nous-mêmes, on est affecté. Oui, puis on l'entend souvent là, sous différentes formes, mais effectivement, on ne peut pas soutenir quelqu'un si nous-mêmes, on est instable. Là, ça, c'est clair. Exactement. Peut-être en une minute, peut-être donc, en terminant, rappeler peut-être les services que vous offrez à Entourage Santé mentale. Bien, on offre des services d'intervention psychosociale, des formations, on offre du maillage éventuellement quand les personnes sont hors réseau, qui ont des problématiques en santé mentale. Donc, des fois, on soutient les familles pour éventuellement avoir des maillages avec les équipes en santé. Mais de façon générale, c'est toute personne qui s'inquiète pour un proche qui a un trouble de santé mentale ou que ça ne va pas bien, même si on ne sait pas s'il y a un diagnostic, la réponse, c'est bien, appelez-nous. C'est gratuit. Puis en plus, on a des services professionnels. Parfait. Donc, je rappelle les dates pour les 2 conférences gratuites. Là, c'est le 26 février avec M. Luc Vigneault et le 26 mars avec la docteure Béatrice Filion. C'est au Holiday Inn et c'est tout à fait gratuit. Madame Demers, merci beaucoup. Merci. Et puis, bon succès pour les 2 conférences qui s'en viennent. Merci. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. Mesdames, Messieurs, à la prochaine. Au revoir.